Madame, monsieur, bonjour, quel plaisir de vous retrouver à cette matinée. Nous sommes le 18 octobre 2024, il est 8h et nous allons vous accompagner comme chaque matinée jusqu'à 9h30. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir, et on ne l'a pas vu depuis très longtemps, les week-ends, Amel Laridi. J'allais pas dire, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, hein. On sait que tu es là la semaine, voilà. Mais le week-end, c'est un plaisir de te revoir, Amel. Comment ça va? Ça va très bien. Ça se passe bien? Alhamdoulilah, ça va. Tu viens aujourd'hui avec de bonnes nouvelles? Ah oui, oh, franchement. Ah, il va faire beau? Ah non. Selon Amel Laridi? Bon, pour moi, oui, c'est le beau temps. Oui, non, c'est selon. Alors, voilà. alors on est d'accord. Hein. Exact. Il fait beau selon Amel Laridi. Il pleut. Hein. Voilà. Voilà. On a compris la notion de faire beau chez Amel. Ah oui. Comment ça va, Amel? Très bien, merci. Très bien. Alors, Amel, aujourd'hui, nous sommes le 18 et hier, nous avons commémoré, on va dire, une date phare, une date charnière dans l'histoire de l'Algérie. Il s'agit du 17 octobre 1961. Donc, c'est une page d'histoire que nous allons ouvrir ensemble aujourd'hui en compagnie de notre invité, de notre ami Hassan Arab, qui viendra nous éclairer un peu plus sur les événements ou les massacres commis par l'armée française contre les manifestants, des manifestants pacifiques, donc algériens en France, donc où plusieurs centaines d'Algériens ont été massacrés, torturés, tués et jetés à la Seine. Voilà, donc ça c'est pour la page d'histoire que nous allons ouvrir ce matin. Nous allons encore parler d'histoire, mais d'un autre angle, plutôt sur le plan architectural, parce que bien sûr l'architecture a beaucoup de choses à nous raconter à travers les âges. N'est-ce pas? C'est l'histoire. Hein, c'est l'histoire, effectivement. Chaque époque donc, représente une architecture bien particulière qui raconte finalement tout un mode de vie. Pas seulement une réflexion urbaine, mais tout un mode de vie. Ben, nous allons en parler ce matin également. C'est Siham Kennouch, elle sera parmi nous. Et Amel, tu sais ce que ça veut dire? Bah oui. Qui dit Siham? Qui dit Siham dit prénom. Voilà. J'aurais souhaité lui dire aujourd'hui, est-ce que tu peux nous donner la signification de Amel, mais on en parle tellement. Le Amel, c'est les on espoirs. On le sait, Amel. En arabe, c'est l'espoir. Un espoir, mais c'est les espoirs. N'est-ce pas? Amel. Voilà, on commence bien la journée finalement. Inch'Allah, Inch'Allah. Voilà, et aujourd'hui, Siham, elle a choisi pas n'importe quel prénom, mais des prénoms qui cadrent, on va dire, avec la commémoration du 17 octobre. Et elle va revenir sur les prénoms de l'indépendance. Alors, tu sais que l'ancienne génération donnait toujours un prénom selon l'occasion du moment ou selon une attente particulière. D'accord. Donc, on verra les prénoms qui ont été donnés donc, pour commémorer, pour célébrer l'indépendance, effectivement. Et aussi, donc, ce mois-ci, un rendez-vous incontournable. Il est déjà à sa 9e édition. C'est la 9e fois qu'on donne rendez-vous aux amateurs, aux mélomanes, aux professionnels du Chabi, puisque du 23 au 26 octobre à Alger, il y aura la 9e édition donc, du Grand Prix de l'Hachmi Guelwabs. Voilà, donc pour Page Culture, et bien entendu, comme chaque samedi, Dr Fathi Benachtou sera parmi nous. Et qui dit octobre dit Octobre Rose. Octobre Rose. Voilà. Et aujourd'hui, justement, Dr Fathi Benachtou a choisi, encore une fois, de sensibiliser, d'informer par rapport au dépistage précoce. On ne le dira jamais assez, hein. Franchement, oui. Effectivement, et pour l'instant, c'est le seul moyen qu'on a trouvé pour sensibiliser très rapidement donc, des cancers. Et alhamdoulilah, nous avons eu quand même des cas où des femmes sont complètement guéries de cette maladie, alhamdoulilah. Et donc voilà un peu pour le programme de cette matinée. Mais sinon, il va faire beau sur l'ensemble du pays, apparemment, Amel. Ah oui, exactement. Alors la notion de beauté, du temps est très particulière, du beau temps est très particulière chez Amel, et elle nous donnera un peu plus de détails, ce sera juste après ça. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Et finalement, il va faire beau sur l'ensemble du pays en plus, hein, n'est-ce pas, Amel? Oui, Nour. Et qui dit beau, dit pluie. Dit pluie, voilà. Selon Amel, voilà, bien sûr. Selon moi, en tout cas, pour la pluie, c'est un adage que je ne cesse de dire, paraît-il. Enfin, c'est un adage, c'est une citation qu'on dit que lorsque la pluie tombe, les esprits se lavent.
Exact. Donc finalement, Ah, je il y suis tout à fait d'accord, il y a hein, beaucoup franchement. d'amateurs de ce beau temps. Ah oui. D'ailleurs, même l'été, tu as vu l'été Ah non, non, super ça, j'aime chaud, pas. Ça, humide j'aime que pas. nous avons eu, Ouais, ouais, eh ouais, ben, il y a eu une très grande campagne finalement d'appel à l'hiver. Oh, vivement, Voilà, oui. vivement. Vivement le froid. Vivement le froid, vivement la pluie, Inch'Allah, qui Inch'Allah. lave les esprits, Ah n'est-ce oui, pas? beaucoup. Voilà, laissez à toi, Amel. On voudrait Merci, avoir plus Nour. de détails quand même. Merci, Nour. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, météo Algérie prévoit des passages nuageux d'ouest en est avec quelques pluies par endroits, mais en matinée sur les régions de l'ouest. Par contre, sur le centre et l'est, eh bien, on aura quelques averses sous forme d'averses orageuses. Ces pluies peuvent être localement assez marquées vers les côtes centre également, vers les régions de l'est. Et à noter des vents forts sur les côtes centre qui peuvent atteindre les 50 km/h. La moitié sud connaîtra des orages vers l'extrême sud, le Ghatassili, le Sahara oriental, des passages nuageux vers le Nord Sahara et les oasis qui peuvent donner aussi quelques pluies par endroit. Ailleurs, rien à signaler, le ciel restera dégagé à partiellement voilé sur le sud-ouest et le Sahara central. Les températures, eh bien, elles vont baisser par rapport à hier. Et Météo Algérie prévoit un minimum de 15 degrés du côté d'Al-Bayad, 17 Jelfa, 18 Tiaret, 19 Sétif, 22 à Batna, 21 Annaba, Guelma, 28 Tizi Ouzou, 24 Alger, 23 Oran et Tlemcen. Au sud, 27 degrés à Bécha, 32 Biskra, 28 à Gardaya, 33 Tindouf et Janet, 32 à Tamanrasset, 37 à Elizi, 40 degrés Insalah, Timimoun, Ingazam et 41 degrés le maximum à Borj Bedjimourtar. La mer aujourd'hui, eh bien, se montrera agitée sur pratiquement toutes les côtes d'ouest en est, avec des vents qui vont arriver jusqu'à 40 km/h sur les côtes ouest et est. Les vents seront de secteur ouest sur les côtes ouest, nord-ouest sur les côtes est et jusqu'à 60 km/h sur les côtes centre. Et les vents seront de secteur ouest à nord-ouest également. On va faire un petit voyage du côté de l'Europe où on aura un ciel plutôt nuageux du côté de Paris, mais cette fois-ci avec des pluies vers Rome, un temps brumeux à Londres, des passages nuageux à Lisbonne, Berlin, Vienne, Moscou, Kiev, Istanbul, peu nuageux par contre à Madrid. Côté Mercure, eh bien, on relèvera 7 degrés seulement à Kiev, à Moscou, 8 à Kiev, 18 degrés à Berlin, 14 à Vienne, 16 Londres, Paris, Istanbul, 18 degrés à Madrid et le maximum 22 degrés Lisbonne et Rome. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Voilà, c'est donc les nouvelles du ciel. Donc ce qu'on retient, Amel, finalement, une baisse sensible des températures. Nous avons eu quand même jusqu'à 35 degrés, n'est-ce pas? À l'est, si vous vous souvenez, du voilà, côté d'Annaba, 32, Guelma. déjà à Alger. Voilà. Mais ça reste quand même des températures plutôt agréables. Automnales. Voilà, automnal, effectivement, automnal, agréable. Très merci beaucoup. C'est moi. Amel, pour les nouvelles du ciel et de nous avoir surtout annoncé le beau temps pour aujourd'hui. Voilà, le beau temps pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Amel. Merci On se retrouve tout à l'heure après le journal télévisé du midi, après celui de 19h pour plus de détails. Inch'Allah. Merci beaucoup, Amel. Allez, à tout à l'heure. Et on continue. Cette fois-ci, ce sera pause musicale comme à l'accoutumée. Et cette fois-ci, ce sera en compagnie de Sami Youssef. On se retrouve juste après. Docteur, bonjour, Naharak Mbrouk. نبارك فيكم صباح الخير. Sabah al-Noir. Comment ça va, docteur? Ça va, On ça a va. passé une Il belle fait semaine. frais, il fait bon. Voilà, ça il va. fait bon. Et puis il y a Amel, Seulement, la moi, je suis un petit peu triste et attristé ce qui se passe. Et surtout, Ah, ça nos soeurs et tombe. nos frères à Gaza. Oui, au Liban surtout, ça aussi. tombe avec octobre 61 aussi. Non, vous voyez, c'est drôle, l'histoire se répète, exactement. Et les principes et les valeurs de l'être humain sont les mêmes, ne vont pas varier. Surtout la liberté, surtout le fait de ne pas être sous occupation. Ça, c'est très important. Et je crois qu'avec le temps, ce qui se passe à... Moi, je parle de Palestine. Moi, je parle de Palestine. Il n'y a pas de Gaza, il y a de la terre occupée par une force d'occupation.
Et voilà le résumé. C'est vrai que les yeux sont rivés sur Gaza, vu que ce qui se passe en ce moment n'a même pas de qualificatif finalement. On est tirés comme des lapins. C'est drôle, moi c'est ça qui me tue. Les Palestiniens et leurs chefs et leurs dirigeants, c'est comme nous. Oui. C'est l'histoire qui se répète. L'histoire qui se répète, et parce que c'est l'honneur de l'être humain de vivre libre sur sa terre. Et croyez-moi, une fois, j'avais été en Syrie il y a quelques années, et ce qui me plaît, ce qui est excellent dans cette région, Syrie, parce que c'était Cham à l'époque. Oui, Cham, oui. Ils ont des fruits superbes. Le goût, ils ont un goût particulier. Et à chaque fois, je pense à ça, face à ces destructeurs qui... Je me tais. Voilà, c'est dur à... C'est vrai, c'est dur et on ne trouve pas les mots à un moment donné. Aucun adjectif, effectivement, ne peut qualifier ce qui se passe en ce moment, effectivement, en Palestine. Mais sinon, aujourd'hui, docteur, on va cadrer avec le mois, avec l'actualité, le mois rose, donc, qui coïncide avec la prévention et la sensibilisation donc, au cancer du sein, particulièrement. Voilà. Alors, il faut dire aussi, docteur, que le corps médical et paramédical fait un travail tout au long de l'année. On le rappelle, ce n'est pas que le mois d'octobre. Le mois d'octobre, on le dit à chaque fois, c'est juste une halte, c'est juste un bilan qu'on va faire Waqfa, finalement. Comme on dit voilà, Waqfa, donc c'est un bilan qu'on va faire durant l'année. Mais aujourd'hui, docteur, vous allez prendre, j'ai envie de dire, ce sujet par un seul angle qui est, encore une fois, la prévention. La prévention, c'est très important. Dans le sens, oui, c'est le mois d'octobre, le mois rose. Il est consacré au cancer du sein. Mais si je parle, moi, du cancer, moi, en tant qu'être humain, du cancer du sein, c'est que je suis branché, je suis terrorisé par le cancer du sein. Et en tant que médecin, je crois que le rôle du médecin, c'est surtout d'éviter les maladies, de dire comment éviter. J'aime bien le mot en arabe, comment éviter cette maladie. Parce qu'une maladie, il y a un comportement qu'il faut avoir pour ne pas avoir cette maladie. Je prends un exemple, le cancer. Le cancer des poumons et de l'AVC, qui sont une catastrophe au point de vue santé, au point de vue prise en charge, c'est pas facile. Le cancer, il est prouvé que le cancer du poumon et le cancer de l'AVC, c'est les deux, plus le cancer de l'AVC, plus que le cancer du poumon, dans le tabagisme. Faire la prévention. Donc, si le tabagisme a un rôle établi scientifiquement dans la formation, dans la constitution d'un cancer, je crois qu'il faut qu'on lutte contre le tabagisme. Or, ça, c'est ce qu'on appelle la prévention primaire. Moi je suis à chaque fois mal à l'aise quand on parle prévention. Et surtout en arabe, on conclut toujours ça devient... Non, je crois que dans les pays développés, les données scientifiques montrent que la prévention ne doit pas conclure un discours. Elle doit être le moteur d'un discours. Et la prévention, c'est 3 types de prévention. On a la prévention primaire, la prévention secondaire et la prévention tertiaire. La secondaire et la tertiaire, c'est ce qu'on entend à tout bout de champ. C'est les traitements. Le dépistage. Le dépistage. Si je pense au dépistage, si je me branche sur le dépistage, c'est une technique de prévention. Mais il y a mieux, il faut remonter en amont. Il est temps de passer à la prévention primaire. Par exemple, le cancer du sein. L'OMS a établi, c'est des études précises, que l'obésité joue un grand rôle dans la constitution. On appelle ça, c'est pas la cause, ce sont des facteurs favorisant l'apparition d'un cancer. Donc, je suis ce début du mois qui est consacré, j'entends un petit peu des interventions, des conférences, on ne parle que de dépistage, ce qui est vrai, mais je crois qu'il faut affiner, il faut affiner encore plus
nos moyens d'intervention vis-à-vis de la population, c'est de leur dire ce que c'est que par exemple, j'entends dire comme réponse à des questions, à quoi est dû le cancer? Pourquoi il y a le cancer? C'est vrai qu'on ne le sait pas. Mais on commence connaît quand même quelques facteurs à débroussailler le chemin. La science fait de grands pas uniquement au niveau des médicaments, ce qui est raisonnable, ce qui est vrai, ce qui doit être fait. Mais on connaît un petit peu les contours de ce cancer. Comme j'ai dit, l'obésité. Mais hélas, sur le terrain, il n'y a pas de lutte aussi acharnée et de publicité, entre guillemets, aussi acharnée que le dépistage. Là, il faudrait qu'on change un petit peu notre façon d'agir et inclure, pas comme concept, mais comme action sur le terrain, la prévention primaire. Et on nous apprend ça à la faculté de médecine, on l'apprend. Mais d'une façon comme ça, on conclut, et il vaut mieux prévenir que guérir. Je crois que dans le cancer du sein, la prévention est très importante. Alors justement, la prévention dans le cancer du sein... Voilà, la prévention contre le cancer du sein, justement, docteur. Alors aujourd'hui, il y a eu quand même des rapports qui montrent qu'il y a des jeunes femmes, des femmes de plus en plus jeunes qui sont atteintes du cancer, alors que le dépistage commence à partir de 40 ans. Donc ce que vous dites est très important par rapport à la prévention primaire. Et bien justement, la prévention primaire, c'est à quel moment qu'on va la commencer? C'est à quel âge qu'on va s'adresser à ces jeunes filles, donc avant qu'elles soient Je vais vous expliquer l'angle. C'est quand on entend des conférenciers dire comme réponse à des questions telles que la vôtre, à quoi est dû le cancer, à quel âge, comment. On dit il y a un changement de mode de vie. Oui. Le mode de vie alimentaire, l'entourage, l'environnement, tout ça. Et à quel âge on commence? Il faut, vous voyez, pour répondre à votre question, il faut commencer très tôt. Très tôt. Très tôt, par exemple. Et il ne faut pas attendre la journée mondiale de l'alimentation. Non, je crois que ça devient quelque chose d'essentiel. Les boissons sucrées, on sait que maintenant que ce n'est pas uniquement ça donne le diabète, mais en plus, ça favorise, ça entre dans. Donc, c'est quand est-ce qu'il faut commencer? Il faut commencer très tôt, parce que la situation est très grave. C'est comme si on vous dit, vous voyez le bulletin météo avant de prendre la route de la vie. Je crois que c'est ça qui est important, dans le sens où il faut montrer, il faut prendre en charge rapidement sur le terrain d'une façon effective, de faire comprendre cet impact et faire varier le mode de vie réellement pour le changer. Parce qu'à cette allure-là, si on voit les statistiques concernant l'hypertension artérielle, on voit le diabète, c'est les maladies, les pathologies les plus courantes et celles qui nous effraient. Et je crois qu'il faut commencer très tôt. Il ne faut pas en parler. Et la preuve, là, c'est Canal, par exemple, Bonjour d'Algérie sur Canal Algérie, fait de gros efforts, répond à votre question. Quand est-ce qu'il faut commencer? Il faut commencer très très tôt, direction les jeunes filles, direction... C'est ça qui est important. Alors justement, les jeunes filles, alors... est-ce que vous ne pensez pas, par exemple, qu'il y a une sensibilisation qui doit se faire chez la fille, chez la jeune fille déjà adolescente, et puis à la maman, pour la maman aussi, parce que ça reste quand même, il y a certains gestes qu'on doit apprendre à la femme, justement, des gestes préventifs, et qu'on doit inculquer finalement à la jeune fille dès... Premièrement, lui faire prête conscience. Voilà. Connaître son corps, connaître à quoi est exposé ce corps. Et dans le corps, il y a le sein. Qu'est-ce que c'est que le sein? Il faut discuter de ça. Dans les lycées, dans les CEM, et même au niveau de la faculté pour les étudiantes. Ça, c'est très important. Ensuite, il y a des techniques. Ce que vous vouliez évoquer, c'est l'autopalpation. Oui, par exemple, l'autopalpation, je crois que c'est une technique qu'il faut apprendre, mais il ne faut pas mettre le paquet sur l'autopalpation. Ça, c'est très important. Vous voyez, vous restez au niveau de la
de la prévention, de la découverte de la maladie. Moi, je dis qu'il faut éviter de croiser la maladie. Je crois que c'est ça qui est nouveau. La prévention primaire, c'est éviter qu'il y ait des racines de la maladie, c'est effacer la maladie. Comment je dois rester saine? C'est un effort qu'il faut faire et les choses vont évoluer positivement. C'est ce qu'on espère en tout cas. Bien Donc, sûr. encore une fois, ce qu'on retient de la rubrique d'aujourd'hui, c'est vraiment la prévention primaire. C'est finalement lutter contre tous les facteurs qui peuvent être déclencheurs donc, de la maladie. Le cancer du sein qui était quelque chose d'énorme, je crois que maintenant ça rentre dans le lot commun de la prévention primaire, agir. Par exemple, le tabac, agir sur le tabac et expliquer, parce que le tabagisme est en augmentation. Quand il y a le tabagisme en augmentation, je vais avoir aussi une augmentation du cancer du sein parce qu'il y a conjonction de facteurs favorisants. Eh bien, enlevant petit à petit les facteurs favorisants. Effectivement. Inch'Allah, Inch'Allah, c'est ce qu'on espère. En tout cas, merci beaucoup, docteur, encore une fois, d'insister sur la prévention. On se voit la semaine prochaine, Inch'Allah, vendredi prochain, pour un autre sujet. Merci beaucoup, docteur. Et on continue, on va continuer donc à nous intéresser au cancer. Et c'est Yasmine Chouir qui s'intéresse dans ce reportage. On se retrouve juste après. Et épanoui. Et c'est une page d'histoire que nous allons ouvrir ce matin en votre compagnie. Hier, nous avons commémoré le 63e anniversaire des massacres du 17 octobre 1961. Rappelez-vous, une manifestation pacifique a été réprimée, une répression sanglante. Nous en parlons ce matin en compagnie de notre ami Hassan Arabe. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Toujours un plaisir. On ne se voit pas parler d'histoire sans vous, en tout cas. Alors, le 17 octobre, nous en parlons cette année. Il faut dire que ça a été une date qui a été, on va dire, qui a été occultée pendant de longues années, qui a été cachée. Et il faut d'abord souligner le fait que le 17 octobre 1961, un crime
horrible, un crime d'État organisé par la police française a été commis dans la capitale française. Donc c'est une violence policière organisée sans précédent. Sans précédent, effectivement, ça a été l'une des plus grosses catastrophes d'ailleurs du XXe siècle. Et justement, Hassan Arab, cette date a été longtemps, on va dire, cachée, on ne voulait pas en parler, oui, on a tout fait pour, justement pour étouffer, on va dire, l'affaire. L'auteur de ce crime d'État, encore une fois, a tout fait. Donc le soir même du 17 octobre, il a commencé, il a préparé une stratégie pour dissimuler l'ampleur de ce massacre. Donc en annonçant, je parle du sinistre Maurice Papon, en annonçant dès le soir qu'il n'y avait que 2 morts et la police française était la victime. Hein. Donc c'est comme ça qu'il a présenté les choses. Et cette version va donc c'est cette version qui sera maintenue jusqu'à 1984. Donc et là, il y avait d'abord un roman, c'est un roman français de Nesque, il écrit un petit roman dont les événements vont commencer justement le jour des manifestations d'octobre, donc le 17 octobre 1961, et le personnage principal, c'est un historien qui sera assassiné, donc c'est un roman policier, hein, mais derrière lequel c'est une enquête inversée, si vous voulez, sur ces événements. C'est un historien, c'est un personnage symbolique, donc il cherchait la vérité sur les faits. Voilà un premier roman qui va donner par la suite le travail de Jean-Luc Einaudi. C'est grâce à lui que les premiers éléments concernant ce qui s'est réellement passé en 1961 ont été donnés à travers son livre, c'est la bataille de Paris 1991. Donc on a mesuré un petit peu l'ampleur. C'est vrai qu'il y avait des témoignages qui ont été recueillis par les policiers, c'est-à-dire vers la fin du mois d'octobre, le 31 octobre 1961, où des policiers français ont dit qu'il y avait beaucoup plus de morts, etc. Mais nous savons que jusqu'à aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai parlé de stratégie de dissimulation de la vérité. Jusqu'à aujourd'hui, toute la vérité n'est pas encore dite par rapport à ces massacres. Pourquoi? Parce que moi j'ai rencontré à Paris, donc j'ai visité les archives, monsieur Henri Poyot, donc de l'association On finira avec le colonialisme, et qui mène un travail extraordinaire sur justement pour que la vérité soit dite, pour que la lumière donc soit faite sur cet épisode dramatique de notre histoire. Et ben, il y a des archives qui ont été détruites. On a vu qu'il y a des petites pancartes concernant certaines archives qui concernent le comportement de la préfecture et des policiers de la préfecture de Paris, on dit archives détruites. Mais il m'a dit, il connaît bien les archives françaises, il dit écoutez, la France est un pays d'archives, on ne détruit pas les archives en France. Donc il y a encore des archives qui ne sont pas mises au service, à la disposition des historiens. Pour vous dire que rien n'a été dit parce qu'on n'a pas toutes les données sur les morts. Jean-Luc Einaudi, il a réussi à mettre des noms, des visages, des familles sur 200 victimes. Pour lui, il y avait 200 victimes, mais il dit qu'il y a un peu plus, parce qu'il y avait 11 500 arrestations. Il y avait 1500 Algériens expulsés le soir même. Donc les avions étaient prêts, donc on a expulsé. Mais quand on a expulsé les 1500 Algériens, ils ont été orientés vers des centres de tri, ce qu'on appelle les centres de concentration, entre guillemets, à Bni Msous notamment, ceux qui ont été expulsés vers Alger, d'autres vers Oran. Et certains sont portés disparus jusqu'à nos jours. Pour vous dire, donc, ils sont morts. Et puis, ceux qui ont été jetés dans la Seine, c'est vrai qu'on a repêché un certain nombre de corps, etc. Mais pas tout. Donc, c'est pourquoi je dis, on n'a pas
toutes les données sur ce massacre et il y avait une stratégie de dissimulation de ce crime d'État. Pourquoi? Parce que Maurice Papon, lorsqu'il était nommé déjà en 1958, sa stratégie était claire. Il avait adopté les mêmes pratiques qu'il pratiquait en Algérie du temps où il était préfet de Constantine. Donc, ses méthodes, c'est la torture et les corvées de bois. Donc, on faisait tuer les Algériens par tous les moyens. Il va exactement transposer ce même dispositif en France et il va créer ce qu'on appelle les FPA, les forces de police auxiliaires, qui seront composées essentiellement de harkis, notamment dans le 13e et le 18e arrondissement de Paris. Ils vont faire, ces gens-là, ils vont faire la chasse aux Algériens. Rappelez-vous, donc, le drame le plus connu, c'est les massacres de la Goutte d'Or, donc bien avant octobre 1961. Quand on dit les forces de police auxiliaires, il a travaillé en collaboration avec un ancien du service action du SDES, c'est-à-dire du service de renseignement français, un certain capitaine Montanet, et c'est lui qui a présenté un plan. C'est-à-dire, il faisait tuer les gens et on faisait disparaître leur corps. Donc, et c'est un plan, nous savons que le plan de Montanet, présenté au préfet, puis il a été validé d'abord par Roger Frey, qui était ministre de l'Intérieur. Ensuite, il a été validé par le Premier ministre. Et nous savons, depuis la publication du livre de Nouzy, les tueurs de la République, que le service action du STES, c'est-à-dire la DGSE, quand il s'agit d'assassiner, de liquider les Algériens et un certain nombre de personnalités politiques, il fallait l'aval de De Gaulle. Donc, je pense que la responsabilité... Pourquoi on parle du crime d'État? Parce que la responsabilité de l'État français est entière dans ces massacres du 17 octobre 1961. Et d'ailleurs, cette date, elle est restée taboue pour la France. Donc, c'est pas un tabou, parce que la France est connue. Donc, la France est connue, elle vit dans la dénégation, le déni. Donc, elle va pas, c'est pas du jour au lendemain qu'ils vont reconnaître les massacres. C'est un peu spécifique, Hassan Arab, parce que ça s'est passé sur la terre de la France. Pratiquement presque 50 ans après pour reconnaître que la guerre de libération nationale était une guerre. On parlait d'événements d'Algérie. 50 ans pour qu'ils reconnaissent qu'il y avait une guerre en Algérie. D'accord? Donc pour reconnaître des crimes parce que c'est un crime contre l'humanité. Donc c'est des massacres. C'est un massacre de masse. Un massacre organisé. Maurice Papon, lorsqu'il a eu l'information qu'il va y avoir une manifestation pacifique, il avait préparé la police. Il avait réquisitionné même les bus du transport public français pour rafler les Algériens. C'était le bonhomme, je ne sais plus qui a dit, il avait les états de service d'un charognard. Parce que déjà, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il avait organisé des rafles à Paris. Donc, il connaissait donc le procédé. Il avait préparé les policiers et quelques jours avant, lors d'une réception à la préfecture de police, il avait dit aux policiers, pour un seul coup reçu, il faut en donner 10. Donc une manière de les encourager à faire la chasse. D'ailleurs, voilà, avec ces événements, on a véritablement, même la langue française, on a créé un mot, la ratonnade, donc la chasse
aux Algériens, pour vous dire un petit peu l'ampleur de cette répression. Et justement, Hassan Arabe, l'ampleur de cette répression, comme vous l'avez si bien dit, on n'a pas parlé, on n'a pas écrit dessus, il fallait attendre 1984. Après 1984, bien entendu, il y a eu beaucoup d'autres écrits. Après, et là, je vous propose donc d'aller voir un reportage qui s'intéresse justement aux écrits autour du 17 octobre 1961. C'est un reportage signé Fali El-Cheikh. Le 17 octobre 1961, une date marquant dans l'histoire de l'indépendance de l'Algérie. Ce jour-là, des milliers d'Algériens vivant en France se sont mobilisés pour une marche pacifique à Paris, répondant à l'appel du Front de Libération Nationale, FLN. Leur objectif, protester le couvre-feu imposé aux Algériens par les autorités françaises et revendiquer l'égalité des droits. Ce qui devait être une marche pacifique s'est tragiquement transformé en massacre collectif. De nombreux manifestants ont été brutalisés, d'autres arrêtés et certains ont été jetés dans la Seine où ils ont perdu la vie par la police française. Pour que les douleurs de l'histoire ne soient jamais effacées, de nombreux auteurs ont pris la parole en écrivant des ouvrages dédiés à la mémoire des innocents, dans le but de mettre en lumière l'ampleur de la tragédie qui a frappé ceux qui ont sacrifié leur vie pour la dignité face à l'injustice. Nous nous sommes rendus dans 2 bibliothèques où nous avons trouvé une sélection variée de livres consacrés à la mémoire du 17 octobre 1961, des témoignages et des récits de ceux qui ont vécu ces événements de près. Dans la 2e bibliothèque, nous avons rencontré un jeune passionné de l'histoire, Mohamed Chakib, qui nous a parlé de cette date tragique. Le 17 octobre est une date assez importante dans l'histoire de l'Algérie. C'est 17 octobre 61. Vous avez des Algériens qui sortent à Paris, manifester pacifiquement pour dénoncer le couvre-feu instauré par le préfet de Paris. Et puis vous avez Maurice Papon, qui est le préfet de police, qui ordonne de manière assez arbitraire qu'on exécute, qu'on rafle des Algériens parce qu'ils ont manifesté pacifiquement. Et vous avez à la librairie des gens qui viennent demander des livres sur le 17 octobre et puis faire en sorte que les gens, surtout les jeunes, connaissent l'histoire du 17 octobre 61 parce que c'est important pour le présent et pour l'avenir de l'Algérie. Longtemps resté dans l'ombre, le 17 octobre est désormais un symbole de courage dans l'histoire de l'Algérie. Cette date mérite d'être honorée et partagée pour sensibiliser les nouvelles générations à l'injustice du passé et à l'importance de la résistance face à l'oppression, en évoquant le courage de ceux qui se sont levés ce jour-là. C'était donc un reportage de Fali El-Cheikh qui s'est intéressé à quelques, pas tous, mais quelques écrits donc autour ou sur le 17 octobre 1961. Hassan Arabe est toujours parmi nous. Alors, Hassan, qu'en est-il finalement du rôle de la Fédération de France? La Fédération de France, on revient un petit peu en arrière parce que le 5 octobre 1961, Maurice Papon décide donc il proclame un couvre-feu raciste destiné uniquement aux seuls Algériens de Paris. Et dans ce contexte, les travailleurs algériens, il faut dire qu'à l'époque il y avait 350 000 Algériens en France et pratiquement ils militaient tous au sein du Front de Libération Nationale. À l'époque, la Fédération de France avait le contrôle sur pratiquement toute la communauté algérienne. Donc c'est une fédération puissante. Donc tout ce qui devait être fait, il fallait donc demander l'avis de la Fédération de France. Les Algériens, la plupart des Algériens, c'était des ouvriers, des travailleurs, des commerçants, etc. On les a asphyxiés avec ce couvre-feu parce qu'ils travaillaient le jour, entre 5h et 8h du matin, donc les déplacements pour aller au travail, etc. Et généralement, on militait la nuit, donc ils ne pouvaient plus rien faire donc à partir de 20h. Et c'est dans ce sens que c'était la base. Comme
l'a écrit, c'est bien Ali Haroun, il dit, c'était la base qui a demandé à la fédération, au comité fédéral de l'époque, de faire quelque chose. Et c'est comme ça qu'on a pris la décision de boycotter ce couvre-feu. On a discuté, vers le 10, ils ont pensé au 14, au 17 et au 31 octobre. Alors, le 14, c'était trop près. Et le 31, c'était la veille, parce on a programmé une grève pour célébrer le 1er novembre, c'est-à-dire le 7e anniversaire de la guerre de libération nationale. Donc, c'est comme ça qu'on a donc choisi le 17 octobre. Le 17. Mais il a été choisi en concertation avec la base, notamment, c'est-à-dire tous les militants de la Fédération de France, de Paris, ont donc accepté de sortir pacifiquement le 17 octobre 1961 pour protester, pour boycotter également le couvre-feu raciste qui leur a été imposé. On doit rappeler, vous avez parlé donc du rôle de la Fédération de France, que la Fédération de France, l'arrivée de Maurice Papon en France en tant que préfet de police de Paris, coïncide pratiquement avec le lancement du second front de la Fédération de France du FLN, un second front qui a été lancé le 25 août 1958. On est dans la même année et la Fédération était plus que jamais puissante et organisée. Tout le territoire français était quadrillé, était organisé de la petite cellule jusqu'au comité fédéral. Et c'est comme ça qu'ils ont lancé un deuxième front, et c'est pourquoi Maurice Papon a promis une guerre totale contre le FLN. Donc c'est le 17 octobre, c'est l'aboutissement, si vous voulez. C'est une date qui cristallise cette violence raciste et systématique imposée par Maurice Papon. Voilà, en tout cas, ça reste une page d'histoire nous avons cette responsabilité, encore une fois, de la transmettre aux nouvelles générations. Mais avant de terminer, je voudrais juste qu'on termine, Hassan, sur un point. Alors, malheureusement, l'histoire a tendance à se répéter. Et aujourd'hui, on voit toujours, finalement, ces affres du colonialisme, notamment en Palestine. Ah oui. Et on voit finalement pratiquement les mêmes pratiques. C'est les mêmes pratiques. Parce que la définition même du colonialisme, elle se base sur deux concepts. Vous avez la violence et le racisme. Donc racisme, discrimination et violence et procédés donc illégaux, les assassinats collectifs. Nous le vivons, donc c'est la stratégie donc de massacre collectif, c'est ce qui se passe aujourd'hui, notamment en Palestine, même au Liban, où il y a des massacres, c'est des massacres ce qui se passe à Gaza, c'est inimaginable. Il n'y a plus de qualificatif aujourd'hui, c'est ce qu'on disait. C'est une incroyable brutalité, c'est exactement cette incroyable brutalité qui caractérise tous les systèmes coloniaux. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup, Hassan Aram, d'avoir ouvert cette page d'histoire en notre compagnie. On se retrouve très bientôt. Ce sera le 1er novembre, Inch'Allah. Voilà. On va commémorer et célébrer ensemble. Merci beaucoup, Hassan. Et bien entendu, la révolution a été donc, on va dire, déclamée par plusieurs moyens, notamment la chanson. Et cette fois-ci, ça va être une chanson très triste qu'on vous propose. Il s'agit de Nadia Guelfi, qui reprend une chanson du patrimoine, Tayara Sfara, n'est-ce pas? Très, très triste, mais qui représente quand même tout le courage de ces mamans qui ont vu leurs enfants, leurs maris, leurs pères, leurs sœurs aussi tomber en martyr. Et on se retrouve juste après nous. C'est parmi nous. C'est un bonjour. Bonjour, cher ami. Bonjour à vous tous, ceux qui nous regardaient ce matin. Vous êtes matinal. Ah, comme toujours, hein. Ben oui. Les bonjouristes sont toujours matinaux. Hein. Ça va, je m'adressais à vous, vous êtes matinal. Ah, ça va. Oui, qu'est-ce qu'on dit? Le jour appartient à ceux qui se lèvent tôt. Oui, Kimanaouiek, voilà. Okay, effectivement. Alors, Siham, la dernière fois, on disait que tout le génie, finalement, de l'ancienne génération, les mamans, les papas, les grands-mères, leur génie dans le choix des prénoms, c'est que Alors, Houria, pour eux, non, c'est les Houris du paradis, vous voyez. Mais entre Houria
c'est-à-dire celle qui est au paradis, et hurriya, liberté, Oui, il y a une voilà. seule lettre en langue arabe, c'est le waw, d'accord? Il y a le hurriya, donc les huri, mais il y a aussi hurriya, qui est la liberté. Seulement en lettres latines. On ne voit pas la différence en C'est fait. ça. Hurriya, H-O-U, dans les deux cas. Dans les deux, Donc oui. non, les houris du paradis, c'est hurriya. Mais en fait, nous, c'était pas hurriya qu'on voulait dire, c'était hurriya, ok? Donc entre hurriya et hurriya, le jeu était fait, le peuple algérien pensait plutôt à sa liberté et le prénom est né avec un waouh pour faire cette allusion de penser, de parler complètement d'autre chose. Et l'état civil français, justement, à cette époque, s'est rendu compte. Et à un certain moment, à Blida, le prénom était, même que ma tante, mon grand-père avait du mal à inscrire ma tante qui s'appelait Hurriya. D'accord. Voilà. Et donc, quand on l'écrit en arabe, c'est hurriya ou hurriya Non, finalement? Hurriya, c'est le paradis. Donc, Oui. Hurriya, c'est Non, Hurriya pour votre al-Jannah. tante, finalement, Avec, au niveau- avec un waouh. avec un waouh. Avec voilà. un waouh Avec en un arabe. waouh, finalement. Mais le waouh est venu après, parce Oui. qu'en fait, on ne l'écrivait pas. À l'état civil, c'était Oui. Hurriya. Hurriya, c'était H-O-U-R. Donc, il n'y avait pas d'écriture arabe à cette époque. Et du coup, on jouait sur le Voilà. fait qu'on ne l'écrivait pas en arabe, et donc le prénom était là. Alors, le troisième prénom, qui était tiré du texte ou de la civilisation et de la culture soufie, c'est Boualem. Alors, Boualem, c'est le surnom de Abdelkader el-Jilani, d'accord? Donc on l'appelle Abdelkader ya Boualem, le texte est Oui. très célèbre, chanson Chabir, reprise en rail, etc. Oui. Mais quand on dit à Abdelkader ya Boualem, Abdelkader el-Jilani, le porte-étendard, c'est un pôle soufi, et chaque pôle soufi a un sinjaq, يعني العلام, ok? Un porte-étendard est un Boualem, ok? Donc, pour défendre les couleurs nationales, pour défendre le drapeau algérien, on l'appelait Boualem. Alors, on disait qui c'est ce Boualem? Non, c'est Abdelkader el-Jilani, le soufisme, etc. D'accord, Mais en fait, non, voilà. c'était une autre idée, une autre défense, une autre présence du diversion, peuple algérien. finalement. C'était Boualem, c'est pour parler du drapeau algérien. C'était le porte-étendard, celui qui va ramener la liberté, celui qui va réussir. Donc vous voyez que la révolution était aussi dans les familles, au sein des mamans qui attendaient dans leur sein un enfant. Donc les prénoms jouaient aussi un grand rôle. Maintenant vous prenez Boualem, durant la fin des années 50, il y a eu aussi. Alors, ce sont trois prénoms, d'accord? Boualem, Nasser, Nassera et Hurriya. Et ce sont des prénoms qui ont né pendant cette révolution. C'est aussi une défense et garder son identité. C'est une marque, j'ai envie de dire une marque déposée de la révolution algérienne. Hein. Et juste après, à l'indépendance, l'esprit de cette révolution a continué, parce qu'il y a eu des Jamilettes après. Oui. Il y a eu beaucoup de Shahidat Jamila, il y a eu Jamila Bouhirid, qui était un symbole vivant de cette révolution et de cet attachement, j'ai envie de dire, au féminin, à sa terre. Donc il y a eu des Jamilettes, et pas seulement chez nous, dans tout le monde arabe. Il y a eu ce prénom qui est devenu très à la mode en Palestine, au Liban et en Syrie. D'influence algérienne. D'influence algérienne. De la révolution algérienne. Exactement. Donc, je vais vous expliquer. En Orient, Jamel n'est pas un prénom masculin, c'est un prénom mixte. D'accord. On pouvait dire Jamel pour une fille ou Jamel pour un homme. D'accord. C'est comme Amal, etc. Oui. D'accord. Mais à partir de la Révolution, après l'indépendance, et j'ai envie de dire le mythe, la grande histoire, l'épopée de Jamila Bouhirid, il y a eu beaucoup de Jamilettes dans le monde arabe, et aussi au sein de l'Algérie. Donc il y a eu le prénom Jamila qui a fait boum juste après 62. Il y a eu beaucoup de Jamila. Durant les années 60 jusqu'à 69, il y a eu beaucoup de Jamila. Beaucoup. Donc vous voyez que le prénom vous dépose dans une période. Dans un contexte aussi. Et dans une société. Et vous voyez comment il s'est adapté à une situation bien précise. Et j'ai envie de dire que c'est nous aussi. Tout ça, ça fait partie de notre histoire, de notre patrimoine. Et je pense qu'il faut toujours s'y intéresser, il faut toujours en parler, il faut les garder. Et il faut perpétuer surtout ces prénoms. Il ne faut pas oublier les Boualem, les Nassera, les Hurriya et les Jamila qui maintenant sont des mamans. Et je ne trouve plus de petits enfants, Nasser ou Nassera. C'est dommage quand même.
Un petit coucou à ma maman, d'ailleurs, qui s'appelle Jamila. Ah ben voilà, coucou Tata Jamila, voilà, je suis avec elle, elle est... Super, hein. J'ai envie de parler de l'école primaire, mais bon. Hein. Mais bon. Ce sera pour une autre fois. Voilà, aussi, ce sera pour une autre fois, Siam. Voilà, donc finalement, on comprend encore une fois l'importance et l'impact des prénoms. Donc ce n'est pas que des sonorités poétiques, mais c'est toute une réflexion, toute une culture, tout un combat finalement de tout un peuple, hein, mine de rien. Exactement. Voilà. Donc vous voyez que la présence ou l'existence de ce prénom relate une histoire, relate une époque. Oui. Ce ne vient pas de rien du tout, ce n'est pas du néant. Mais en fait, il y a une situation, il y a une époque, il y a une guerre, il y a une liberté, il y a une soif de liberté, il y a un combat derrière. Donc, est-ce que vous vous rendez compte que l'état civil français en Algérie a interdit des prénoms? Interdit des prénoms? Des prénoms, donc finalement, ça reflète toute la peur. Exactement. De l'armée française, finalement. Il y a eu j'ai envie de dire, cet interdit qui a touché même les prénoms des nouveau-nés. C'est atroce, mais quand même... En fait, on a compris à ce moment-là tout le dévouement et l'engagement de toute la population algérienne pour arracher sa liberté à tout prix. Et comme l'Algérie est un véritable terrain net, le prénom a existé et il est toujours parmi nous. Donc heureusement que nous avons toujours nos Boualem, nos Nassab, nos Nassera, Jamila, etc. Vivement un retour au choix de ces, prénoms. Vous le savez très bien, moi, je défends toujours nos anciens prénoms que j'aime beaucoup et qui sont bien présents et qui sont magnifiques. Cherchez, fuinez, je suis sûre que vous allez trouver quelque chose qui saura vous parler. Effectivement. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ce beau voyage finalement aujourd'hui. C'est un voyage que nous avons fait. Siha, merci beaucoup. On se retrouve vendredi prochain. Inch'Allah, pour avec d'autres prénoms et d'autres histoires. Voilà. Alors, juste pour faire plaisir à Zahra, j'avais dit une petite bêtise tout à l'heure. Donc, c'est pas le jour qui appartient à ceux qui se lèvent tôt, mais c'est le monde qui appartient à ceux qui se lèvent tôt. Voilà. Je rectifie Zahra, je m'excuse. Mais allez, le jour, le monde qui Le jour. Voilà. Merci beaucoup, Siam. Allez, à vendredi prochain, Inch'Allah. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser à l'ouverture de la Canex. Et c'est Saïda Mayouf qui s'intéresse à ce reportage. L'Opéra d'Alger a vibré au rythme de sonorités africaines et des tableaux hauts en couleurs marquant l'ouverture officielle des Journées créatives africaines. Un rendez-vous annuel organisé en collaboration avec des organismes africains de grande envergure tels l'UA, la ZLECAV ainsi que l'Afreximbank. Je suis très reconnaissant au président de la République Abdelmajid Tebboune pour avoir abrité cet événement culturel de taille qui vise à soutenir le développement des industries créatives et culturelles de l'Afrique et relever ainsi certains défis auxquels cette économie est confrontée en fournissant un accès au financement à travers l'accès aux nouvelles opportunités de marché. En somme, l'objectif est d'accroître la part de l'Afrique dans les flux commerciaux culturels mondiaux. L'État algérien n'a ménagé aucun effort depuis des décennies dans le renforcement de l'appartenance et du rapprochement africain dans l'intérêt de l'ensemble des causes inhérentes au continent à tous les niveaux politiques, économiques et culturels en se projetant dans un développement durable. Quel événement! Un événement exceptionnel. Vous imaginez Alger est la capitale de toute l'Afrique. Ça c'est beau. Notre Algérie, notre beau pays, qui a pu rassembler tout ce beau monde, qui sont venus dire ce qu'ils veulent. Plusieurs pays africains prennent part à cette manifestation, pur cocktail harmonieux africain, se voulant un héritage commun. On est convaincu que le savoir et l'aspect intellectuel contribuent significativement au développement socio-économique des pays du continent. C'est ma première visite en Algérie. Je suis très ravie d'être ici et très émue par l'excellence de l'hospitalité des Algériens. Je suis très émue d'être en Algérie. L'organisation est parfaite. On a eu des échanges fructueux en matière d'art et de musique avec d'autres nations.
Vraiment, je trouve que tout est merveilleux. Une ambiance extraordinaire, des spectacles de haut niveau. On a passé un agréable moment et on a ressenti vraiment notre appartenance au continent africain. CAMEX ce week-end, des industries culturelles et créatives africaines, première édition du genre en Algérie, demeure une invitation pour la création et le talent africain en matière d'art et de culture afin de partager des expériences et explorer des opportunités de collaboration et de coopération mutuelle. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser à l'architecture, mais d'un angle très particulier, mais c'est plutôt comment adapter cette architecture au climat, au mode de vie du citoyen. Nous en parlons ce matin en compagnie de notre invité, M. Amal Lounès. Bonjour. Marhaba. Bonjour, merci de m'avoir invité, merci à toute l'équipe qui veille à ce que les choses se passent bien. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Alors, vous êtes architecte et votre intérêt pour l'architecture est très particulier parce que lorsqu'on parle d'architecture, on pense directement schéma, dessin, bâtiment, mais finalement, de votre côté, c'est beaucoup plus finalement adapter cette architecture à un mode de vie, à un climat particulier, à un changement finalement de mode de vie d'une manière générale, n'est-ce pas? C'est ça, c'est vrai que chez le commun des mortels, être architecte, c'est dessiner des plans. Non, c'est pas dessiner que des plans, c'est-à-dire ça fait partie du langage, c'est comme le langage parlé, l'oralité, le dessin. C'est aussi un outil de transmission, c'est un outil de communication, c'est une grammaire, mais aussi c'est un art d'être, c'est une manière de poser des questions par rapport au monde. C'est-à-dire quand on s'engage, c'est quasiment religieux. C'est vraiment, on entre dans un ordre, d'ailleurs l'ordre des architectes, c'est une espèce de corporation qui protège le métier et qui nous permet, de nous interroger sur l'état d'évolution de nos sociétés. C'est-à-dire d'abord, on s'interroge sur la manière dont nos concitoyens, nos semblables vivent, et puis on essaye de comprendre l'évolution future. Alors justement, là, vous me tendez la perche, Monsieur Lounès, par rapport à une étude que j'ai lue récemment. Je suis désolée, je ne me rappelle pas de la référence, mais c'est une étude qui, parce que là, vous parlez un petit peu de l'évolution finalement de l'homme dans son environnement, et c'est une étude très intéressante qui explique finalement pourquoi l'homme d'aujourd'hui, l'homme avec un grand H bien entendu, est devenu un petit peu anxieux dans son quotidien, est devenu un petit peu nerveux, un petit peu pas très flexible dans sa façon de voir les choses. Et l'un des facteurs qui a fait que cet homme-là a changé, c'est l'architecture. Parce qu'aujourd'hui, nous assistons dans le monde entier à une architecture plutôt cubique qu'une architecture qu'on voyait au Moyen-Âge, où il y avait beaucoup de sculptures, beaucoup de formes. Et donc finalement, ça a un impact carrément sur l'être humain, sur sa façon d'être, sur même sa façon de réfléchir et sa façon de se comporter. Quel est votre commentaire par rapport à cette étude? Nous sommes d'abord des êtres spatiaux, c'est-à-dire la condition physique qui nous lie à la Terre, c'est parce qu'on est debout, ou on est assis ou allongé. Donc l'espace, il nous façonne, l'espace, il nous modèle, c'est-à-dire il nous rend quasiment dépendants de notre environnement. Si je suis issu d'un village ou d'une ville, mon comportement il change vis-à-vis des autres. Si à la naissance je nais avec un voisin en face, j'ai ce rappel comme ça de mémoire que j'ai quelqu'un d'en face. Mais lorsqu'on vit par exemple sur un promontoire, on a l'œil qui vagabonde et qui va au loin, la perspective elle s'ouvre. D'ailleurs notre façon de parler, elle change en fonction de l'environnement dans lequel on est issu. Et l'espace, aujourd'hui, je pense qu'il y a une déperdition partout dans le monde, c'est-à-dire les conditions sont quasiment unies, elles sont quasiment les mêmes partout, à Singapour, au Vietnam, ou en Algérie ou ailleurs. Nous vivons des conditions quasiment similaires, c'est-à-dire en mois de janvier, on est en t-shirt à l'intérieur de chez nous, à l'intérieur de nos appartements ou de nos maisons, parce qu'on a de l'air conditionné, parce qu'on a du chauffage, et puis en été, on peut se mettre là où on veut. Toutes ces singularités-là, elles changent nos comportements. C'est-à-dire, aujourd'hui, on peut construire dans le désert avec des baies vitrées, parce qu'on sait qu'il y a une climatisation qui est mise 24 heures sur 24, qui nous assure en fait une température confortable. Et tout ça, ça nous rend presque inadaptables au climat, au microclimat qui sont à l'intérieur de nos maisons. Si je prends l'exemple de l'Algérie,
on a des saisons quasiment dans une journée, c'est-à-dire quand on part de Ain Timoshon jusqu'à Al-Qala, on traverse quasiment les 4 saisons. Et comment on se comporte nous? C'est-à-dire il suffit juste de mal s'habiller dès le matin, et ben on se rencontre à la fin, voilà, donc toute la tenue qu'on a mise en réalité ne s'adapte pas au climat. Donc tout ça, c'est parce qu'on ne ressent plus le vent, on ne ressent plus le soleil, et puis on ne ressent plus l'ombre, on cherche l'ombre, mais pas à l'extérieur, on la cherche plutôt à l'intérieur. Et justement, d'où l'intérêt finalement de toutes les études que vous faites sur terrain et tous les travaux que vous faites sur terrain, c'est d'adapter un petit peu aujourd'hui le bâtiment au climat. Finalement, pour sortir un petit peu de cette zone où l'être humain aujourd'hui ne s'adapte plus finalement à son climat, sachant que le bâtiment, c'est le plus grand consommateur finalement d'énergie et c'est là, on va dire, l'un des facteurs les plus destructeurs finalement de l'écologie. Absolument. Alors, habiter, c'est la condition même de l'humain. C'est-à-dire, on va continuer à construire, on va continuer à habiter, mais le souci, c'est qu'on a perdu toute faculté, toute possibilité d'adaptation de nos corps à certains espaces. J'ai fait, l'objet de ma venue, c'est une conférence et une rencontre suite à l'appel, enfin une invitation de l'association algérienne des architectes, où je travaille sur les microclimats. Alors les microclimats, c'est aussi la sensation que ça nous procure lorsque nous sommes ici. Quand je suis au dehors, comment je reçois le soleil et comment je peux me protéger du soleil. Donc il ne faut pas que je compte uniquement sur la technique. Aujourd'hui, quand on passe énormément de temps dans sa voiture avec un climatiseur à 16 degrés, c'est vrai qu'on est protégé de l'extérieur. Mais le souci, c'est quand on sort, on découvre que le soleil est juste insoutenable. Mais si on marchait un peu, on découvre que la chaleur, finalement, elle est appréciable aussi. Mais en cherchant, par exemple, des endroits où l'ombre est possible. Donc, que ce soit à l'extérieur, par la végétation, on peut se procurer ce plaisir-là, parce qu'une brise de vent qui nous coiffe, donc ça nous rend vraiment, ça nous rend heureux, c'est-à-dire ça nous donne un certain plaisir. Et puis, on peut devenir même poète en écrivant. C'est-à-dire toute la poésie ne s'écrive pas à l'intérieur des voitures, c'est surtout à l'extérieur. Donc comment toutes ces possibilités spatiales nous permettent de vivre des singularités quotidiennes. Et je m'interroge à partir d'ici parce que je suis né dans un petit village, j'ai vécu ici et j'essaye vraiment de réinterroger la culture, pas uniquement par le biais de la technique que la technique me procure ou que les sciences me procurent, mais qu'est-ce que j'ai culturellement qui me singularise. Comment on habite des maisons en terre, les maisons en pierre ou bien quelle est la végétation que je dois planter, qui me procure de l'ombre. Par exemple, la disparition des frênes, cet arbre qui est magnifique, qui est remplacé par d'autres arbres. Mais toute cette réflexion-là, je pense qu'elle est indispensable, que ce soit dans le paysage ou dans l'urbanisme et en architecture. Alors on revient un peu à l'urbanisme et à l'architecture. C'est vrai que encore une fois c'est un phénomène mondial et vous l'avez si bien dit aujourd'hui, habiter c'est un élément on va dire vital pour l'être humain et il y a eu beaucoup de constructions, on va continuer à construire malheureusement au détriment aussi des espaces agricoles, des espaces verts, etc. Et aujourd'hui l'homme a compris que finalement il a besoin de ce microclimat, il a besoin finalement de toute cette végétation et aujourd'hui on se tourne un petit peu vers ce qu'on appelle aujourd'hui l'agriculture urbaine où on incite un petit peu les gens à avoir au moins un petit jardin dans son balcon, au moins un petit jardin on va dire au niveau du trottoir, donc juste du bâtiment. Donc que pensez-vous un petit peu de cette, on va dire encore une fois, de prise de conscience parce qu'aujourd'hui on est un peu arrivé au point du non-retour finalement, on a beaucoup construit et il y a cette réflexion un petit peu de redressement finalement de la situation. Alors, j'ai confiance en l'intelligence humaine, c'est-à-dire toutes les situations, elles peuvent s'inverser, c'est-à-dire il n'y a pas de catastrophe, mais on peut toujours introduire une inflexion à une trajectoire qu'on a peut-être qui nous désespère ou qui nous...
ces petits lopins de terre qui viennent quasiment prendre place à la place du béton ou à la place du bitume sont des archipels de résistance. C'est-à-dire ça se fait, et toutes ces initiatives-là, elles sont à saluer parce que réintroduire la nature, je donne un exemple, le Japon, à Tokyo, il y a eu tout un mouvement de renaturation des espaces urbains. Et aujourd'hui, on a vraiment, à l'intérieur même des villes, dans les cœurs des villes, on a une nature foisonnante. Alors, Alger, elle est très riche en végétation. Il y a juste les murs d'enceinte des maisons ou des villas qui enferment toute ces végétations luxuriantes. Et je pense qu'il va falloir faire un travail comme ça de l'extérieur vers l'intérieur pour laisser découvrir toute cette nature. Mais je pense qu'il faut qu'on ait cette prise de conscience globale avec du volontariat par exemple, mais depuis l'école. Moi je me souviens quand j'étais au collège, on avait des volontariats, on faisait des plantations et déjà l'écolier ou l'élève il prend acte dans la biologie, dans la science qu'il est en train d'apprendre, qu'il y a une nécessité de planter et puis de connaître les espèces qu'il prend en main et qu'il met en place. Donc, je pense qu'il y a effectivement cet engouement et il faut qu'on le renforce aussi par l'éducation, par des incitations, de la sensibilisation aussi. Alors justement, vos travaux, Monsieur Lounès, versent vers, on va dire, revoir un petit peu l'espace, comprendre le comportement, comprendre l'humain et surtout donner toute cette importance à l'écologie, justement, tout en mettant en valeur cette relation entre l'urbanisation ou l'architecture et l'écologie, n'est-ce pas? Parlez-nous un petit peu de vos travaux dans ce sens. Alors, ce sont des recherches. Aujourd'hui, peut-être quelques exemples en France sur lesquels j'ai travaillé, d'ailleurs, dont un immeuble qui a été primé par un prix d'architecture en 2023 où j'ai mené toute une réflexion sur ce qu'ils appellent un bâtiment passif, mais en réalité c'est que du bon sens, c'est-à-dire comment on va isoler de l'extérieur pour ne pas avoir froid, quels sont les matériaux qu'il faut utiliser, donc utilisation des matériaux écologiques, des matériaux locaux, ensuite végétalisation des terrasses, récupération des eaux pluviales, ça c'est aussi un sujet qui vraiment me passionne. Là aujourd'hui, quand il y a des inondations, on voit des maisons qui subissent les affres de la nature, enfin des intempéries, mais il y a une réflexion à mener vraiment en amont, c'est-à-dire comment recueillir en amont dans des bassins versants ou dans des bassins de rétention toute cette eau qui est perdue parce qu'elle ruisselle vers la mer. Mais on peut la récupérer, ensuite la réutiliser en utilisant les filtres. La question, par exemple, du vent, la question du soleil, donc elle est intégrée dans ce que je fais comme architecture. La relation au ciel, parce que c'est très important d'avoir des appartements traversants avec de la lumière naturelle, pas uniquement de la lumière artificielle. Et puis, quand je parlais de l'eau de pluie, on la récupère pour l'usage des eaux, pour l'arrosage des plantes. Donc au lieu de gaspiller l'eau potable, on réutilise l'eau de pluie. Mais c'est plein de petites actions comme ça que j'essaie d'instiller, mais c'est aussi du bon sens. Et ce que je dis, j'ai appris à vivre avec le peu. Et ce peu m'enseigne, me donne vraiment la plus grande des leçons. Lorsqu'on travaille, on évite les gaspillages, que ce soit pour la mise des sols, enfin la mise en œuvre des sols ou la mise en œuvre des plafonds. Donc j'essaie vraiment d'optimiser toutes ces choses-là lorsqu'on est sur le chantier, mais par aussi les études qu'on mène avec un grand sérieux. Effectivement, surtout le grand sérieux, d'ailleurs à travers lequel vous avez été primé plusieurs fois, vous avez eu plusieurs prix justement par
par ce sérieux, par ce travail que vous faites surtout pour réconcilier, on va dire, la nature et l'urbanisation. En tout cas, ça a été un plaisir de partager ce moment en votre compagnie. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Eh bien, merci à vous de m'avoir reçu. Merci vraiment. Je suis toujours accueilli chaleureusement et avec grande émotion. Et puis on le dit toujours, hein, bonjour d'Algérie, on est chez soi, n'est-ce pas? Merci infiniment. Merci à vous, très belle continuation à vous. Et on va continuer, on va se retrouver pour la station de cette matinée pour parler donc de cette 9e édition du concours du Grand Prix El Hachmi Guelwabi. Mais avant cela, je vous laisse apprécier El Hachmi Guelwabi. On se retrouve juste après. ونشكر عن هذه الساعة السعيدة هجرنا من الظلم والكفر هجرنا من الظلم والكفر وسعينا روضة جديدة بديت باسم الغاني من اللايل ومثل اسم المولى حجاب في كل مسالة هاي سيدنا اسم الله في النظام هي فالي فيه درت يقيني وعليه متكل واللي تكلوا على الباري تعالى هاي سيدنا يدفر بالفرح والهنا ومسالي ودني وهداني المناسج الغزل نغزل غزلي رقيق لفظ العمالة هاي سيدنا جعلني مداح للنبي في قوالي حب عين الرحمة في مهجتي نزل من مدحو منزول مول الرسالة هاي سيدنا مدحو هو راحتي وشغالي كل نور من نور الهاشمي كمل طه بحر الوفا إمام الفضالة هاي سيدنا المجد صلى عليه النعم العالي صليوا على المرسال وعلى المرسال طه سيد الفضال سيد الفضال مخلق الله بحاله مخلق الله بحاله مخلق الله بحاله مخلق الله بحاله من نور ضوى الهلال ضوى الهلال الزهرة والزحال الزهرة والزحال والمشتري بكماله المشتري بكماله المشتري بكماله والمشتري بكماله والمريخ الشعال المريخ الشعال متجلي على الاطلال متجلي على الاطلال يسطع من حسن جماله يسطع من حسن جماله يسطع من حسن جماله يسطع من حسن جماله ثريا شرقت بنوار محتفل لبست من الدباج حلا شعالة هاي سيدنا من نور أحمد خاتم الأرسالي الصلاة والسلام عليه ما نهل الوتق من السما نزولوه الطالة هاي سيدنا الرعد وميد والضياء والليالي قد الحجر وعدد الشجر والنخل البكمة والذيب قولو يتخالى هاي سيدنا عدد الوحوش والذي في المالي قد الحصى وعداد النمل والنحل وما غنى وراج في كل عمالة هاي سيدنا عدد البر والبحر والرمالي كل نور من نور الهاشمي كمل طه بحر الوفا إمام الفضالة هاي سيدنا المجد صلى عليه نعم العالي
Voilà, c'était donc un moment en compagnie de Cheikhna Allah yarhamou Saleh, El Hadj Hachmi Grouabi. Et nous parlons donc de cette 9e édition du Grand Prix El Hachmi Grouabi en compagnie de Madame Chahira Grouabi. Bonjour, c'est toujours un plaisir de vous recevoir, Madame Grouabi. Bonjour à tous les téléspectateurs de Canal Algérie. Merci pour l'invitation et le soutien aussi. Marhaba bik, marhaba bik. Finalement, c'est un patrimoine national, hein, El Hadj Hachmi Grouabi, n'est-ce pas? C'est une page de l'histoire de la culture algérienne. Effectivement. Et ce que je disais, félicitations, c'est déjà 9 éditions, une véritable tradition aujourd'hui, une véritable, j'ai envie de dire, opportunité pour les jeunes, n'est-ce pas? Pour qu'ils puissent donc finalement montrer un petit peu leur capacité. Oui, c'est un rendez-vous annuel. Donc nous tenons à notre fidélité à ces jeunes, moins jeunes et un peu plus âgés, qui nous suivent, à ces mélomanes de la chanson chabé. Donc le but de cet événement qui est culturel, c'est la préservation, la promotion et la sauvegarde surtout de ce fabuleux patrimoine algérien et en particulier les œuvres immortelle qu'il a laissé Cheikh El Hachmi Grouabi. Effectivement, donc le rendez-vous est pris entre le 23 et le 26 octobre. Madame Grouabi, je voudrais juste avoir un petit peu votre sentiment, on va dire, ou votre avis sur tous ces jeunes aujourd'hui qui n'ont pratiquement pas connu personnellement, j'ai envie de dire, El Hadj Hachmi Grouabi, mais qui chantent avec beaucoup de dévouement finalement ces chansons, avec beaucoup de conviction, et vous êtes là à les voir évoluer devant vous. Ça vous fait quoi? En fait, j'ai été agréablement surprise de voir l'approche de ces jeunes talents, de ces jeunes qui sont vraiment très intéressés par notre patrimoine, par la chanson chabé. Qui dit chabé aussi, il y a aussi la chanson haouzi, il y a l'andalou, il y a l'arabi, il y a tout ça. Et on découvre qu'il y a des jeunes, mais vraiment à partir de peut-être 14 ans, 16 ans, qui sont vraiment intéressés, qui font l'école et qui viennent en force demander surtout à participer. Et le prix El Hachmi Grouabi spécialement, il a quelque chose de spécial. Oui. Donc moi je pense, ils me disent qu'ils viennent effectivement pour le titre de le prix Grouabi. Et aussi, ce mythe, peut-être à travers leur participation, c'est s'approcher un peu plus de ce personnage mythique qu'ils n'ont pas connu. C'est vrai, c'est peut-être une reconnaissance en soi, peut-être une réalisation de soi chez ces jeunes-là, à qui on souhaite d'ailleurs une très belle réussite durant cet événement, ce rendez-vous. Donc je rappelle qu'il va se tenir du 23 au 26 octobre. Mais sinon, ça va être un programme qui se promet très riche, très varié, n'est-ce pas? Là, vous avez fait appel quand même à plusieurs grands noms de la chanson Chabi, justement pour animer cette édition. Oui, donc c'est un rendez-vous annuel, ce festival Grand Prix El Hachmi Grouabi, le concours national pour la découverte et la promotion des jeunes talents, qui est sous le patronage de Madame la ministre de la Culture, Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, Monsieur le Wali d'Alger, la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d'Alger, l'ONDA, l'Office national des droits d'auteur et droits voisins, la Société nationale Sonelgaz. Donc il y a beaucoup d'autres partenaires que je remercie de nous avoir fait confiance et qui ont la même approche que nous. Donc ça va être du 23 au 26 octobre au Palais de la Culture, Moufti Zakaria, à partir de 19h. Et chaque année, effectivement, le programme il change d'année en année pour ne pas tomber dans la routine. Donc nous avons fait appel évidemment à de grands noms de la chanson Chabi qui vont, bien sûr, la première partie va avoir le concours des jeunes et deuxième partie, ça va être la participation des chiours. Le premier jour, ça va être Cheikh Abdel Qadir, deuxième jour, ça va être Hassib Abdelraouf, troisième jour, c'est Mohamed Lamaraoui. Et le dernier jour, c'est Hamidou. Donc, c'est pour aussi créer cette passerelle culturelle entre les jeunes et nos chiours, nos artistes, pour créer cette ambiance. Et peut-être ils vont s'approcher d'eux et apprendre aussi autre chose.
Et donc aussi, il y a une série d'hommages qui va être organisée lors de cet événement pendant les 4 jours. Alors, il y aura combien de participants finalement? Parce que ce sont des filles et des garçons aussi qui participent, c'est ce qui est intéressant aussi. Voilà, donc ce qui est intéressant concernant le prix El Hachmi Kefouabi, il y a beaucoup de jeunes filles qui participent, donc pour dire aussi que voilà, ce n'est pas simplement une histoire d'hommes, il y a aussi voilà, donc les jeunes filles ont su finalement investir le monde du Chaabi. D'ailleurs, on a découvert lors des dernières éditions beaucoup de voix féminines très intéressantes, et nous avons réussi à créer le groupe Leviem dans l'association. Le groupe Leviem qui est composé de voix féminines, et il y a l'orchestre El Hachmi Kefouabi qui est composé que de lauréats, les jeunes lauréats issus des 9 précédentes éditions. D'accord. Voilà, qui vont reprendre en chœur le programme de Cheikh El Hachmi Kefouabi et autre chose, que ce soit du qassid ou du Alors c'est un programme qu'ils ont choisi eux-mêmes ou vous avez choisi le programme donc moi je les laisse bien sûr choisir, me proposer selon leur voix, leur mode, leur préférence aussi, leur penchant. Mais bien sûr au niveau de l'association on gère un peu le programme pour un petit peu, parce qu'on sait quand même ce que le public demande et voilà. Voilà, donc on connaît le public effectivement. Exactement. Le public qui reste fidèle finalement au répertoire, on va dire, de El Hachmi Kefouabi. Oui, et donc il ne faut pas oublier que Cheikh El Hachmi Kefouabi, il est chanteur, il est auteur, il est compositeur, il a écrit aussi pas mal de chansons qu'il a composées lui-même, telles que Subhan Khalq al-Kwan, Zinyazin, pas mal de chansons. Et donc lui, il avait cette aisance sur scène, il avait il arrivait à... C'est-à-dire par rapport au public, il arrivait à transmettre le message. Le public, il vivait la qasida ou la chanson qu'il interprétait. Et je pense que ça est dû à son talent, parce qu'il avait commencé comme dans le... comme acteur. Et c'est ça qui lui a donné ce style et cette aisance de vraiment, d'ailleurs, on l'appelait Cheikh El Hafad aussi. Voilà, donc il tenait toute une soirée de 9h jusqu'à, je sais pas quand, même un mariage jusqu'à 4h du matin, et sans cahier, sans rien. Effectivement, c'est ce qui fait la particularité de El Hachmi Kefouabi. Effectivement, aucun papier, aucun support, aucun prompteur avec lui. Lorsqu'il la bonne diction, il était là, donc c'est bon. Voilà. Et donc, quelles sont vos attentes pour cette 9e édition? Découvrir déjà le fait de lutter aussi contre l'oubli de ces grands noms, parce que durant les 4 jours, on ne va pas parler simplement de El Hachmi Kefouabi. Il y a un grand hommage qui va être rendu à Selwa, la chanteuse Selwa. C'est Hassiba Abdelraouf qui va animer la soirée. Donc il va y avoir un hommage aussi, on va parler du Chaabi Kabyle, donc on va rendre hommage à Cheikh El Hasnaoui, qui a commencé avec les années finalement les piliers. Voilà, Kamal Moussaoudi, on va lui rendre hommage. Donc c'est tout un travail qui dit Kefouabi, c'est une identité algérienne. Donc c'est parler de tous ces artistes morts ou vivants. C'est une génération effectivement qui a constitué tout ce patrimoine musical algérien. En tout cas, on vous souhaite une très belle réussite pour cette édition qui s'est instaurée comme une véritable tradition. D'ailleurs, aujourd'hui, Madame Chahira Kefouabi, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Rendez-vous pris donc du 23 au 26 octobre au niveau du Palais de la Culture. Moufti Zakaria, merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. Voilà, donc nous arrivons à la fin de notre émission. Je vous souhaite une très agréable journée à tous et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve dès demain à partir de 8h. نغزل غزلي رقيق لفظ العمالة هاي سيدنا جعلني مداح للنبي في قوالي حب عين الرحمة في مهجتي نزل من مدحو منزول مول الرسالة هاي سيدنا مدحو هو راحتي وشغالي كل نور من نور